Le féminisme, c'est une femme qui ne comprend pas ce que c'est que le politique dans son essence, c'est-à-dire les rapports économico-sociaux. Mais en fait, les hommes sont suffisamment cultivés politiquement pour que si un type lui dit hommes de tous les pays, unissons-nous, l'ouvrier va quand même se dire, ou l'immigré qui travaille à la chaîne, que celui qui lui dit ça est un peu en train de se foutre de sa gueule politiquement. Là, le LGBTisme est la conséquence ultime en fait de cette manipulation féministe. Il y a deux femmes pour l'homme fondamentalement, il y a la maman et la putain. Virginie Despentes, comme par hasard, au début des années 80, m'a écrit une lettre d'amour. Je l'ai gardée. C'est ce que je répondais aux féministes qui s'appellent Némésis en ce moment et qui d'ailleurs tapinent pour les sionistes. Hein, c'est tout, quand on comprend, ça s'articule tout très bien. Elles prétendent être des féministes de droite. Je leur ai répondu, j'aurais dit, une féministe de droite, c'est une femme au foyer et une mère de famille. Donc fermez votre gueule et allez faire des gosses. Que j'avais vu venir, j'avais dit, nous allons vers une féminisation de la société qui n'est pas du tout une mise en avant des femmes ou une prise de pouvoir par les femmes, c'est une manipulation que j'avais dit à l'époque antidémocratique. C'est une manière de... C'est un calendrier oligarchique en réalité. La mère abusive produit 3 pathologies, la pédophilie, l'homosexualité et le judaïsme. Vous voyez, c'est les 3 pathologies de la mère abusive, vous voyez. En fait, la première question, c'est de quoi une femme est-elle faite? Donc, c'est essayer de comprendre de quoi elle est faite. Alors, il y a la dimension biologico-organique, c'est-à-dire elle est faite pour la reproduction. Il y a la dimension psychologico-affective qui déjà induit le fait que comme elle se reproduit, sa création naturelle est l'enfant, donc elle est moins portée à la création que l'homme qui lui-même, pour produire quelque chose, doit aller vers les artefacts, l'art, etc. Il y avait cette dimension-là. Et puis je me sers effectivement de l'Oedipe dans le livre, mais qui n'est pas l'Oedipe freudien, c'est-à-dire la manière dont un individu, que ce soit un homme ou une femme, est structuré par sa relation première à la mère et au père. Et je dis, il y a un concept assez fin dans mon livre que personne n'a relevé dans la critique, puisqu'il ne se donne pas la peine Enfin, il me critique avant même de lire, ce que j'appelle la dissymétrie de l'Oedipe. C'est-à-dire que la grande différence entre l'homme et la femme, c'est que chez l'homme, la mère est l'autre, alors que chez la femme, la mère est la même. Et ça crée une grande différence dans la structuration psychologique, parce qu'en fait, je dis, l'homme passe de l'amour de la mère à la rupture brutale qui est l'entrée du père qui incarne la loi. Donc il y a cette double détermination, c'est-à-dire le psychologico-affectif qui est brutalement remis en question par ce qu'on appelle l'autre. Et l'autre, en fait, on se rend compte que dans le monde, c'est l'économico-social, c'est essentiellement les autres, le travail, etc. Alors que chez la femme, il y a une continuité de l'amour de la mère, qu'on appelle l'amour du géniteur, à la séduction vers le père, c'est-à-dire qu'on passe de l'amour de la mère à l'amour du père, même s'il n'est pas de même nature. Et il n'y a pas chez la femme cette coupure qu'on appelle, d'ailleurs dans le freudisme, le meurtre du père, et qui produit ce qu'on appelle la loi, c'est-à-dire le surmoi, c'est-à-dire la rupture de la toute-puissance, on va dire, du nourrisson par ce bain affectif, à cette introduction violente du père qui en fait met une barrière entre lui et la mère. Et ça, c'est chez Freud, mais pas tout à fait dit comme ça. C'est un concept assez fin, je dois dire, qui est de moi, c'est ce que j'appelle la dissymétrie de l'Oedipe. Hein. C'est-à-dire que chez l'homme, il y a une rupture radicale entre l'amour et ce qui deviendra après le travail et les autres, alors que chez la femme, il y a une continuité de l'amour du géniteur qui est la mère à la séduction du père qui est aussi une relation d'amour. Et c'est ce que j'appelle chez la femme la tendance à la réduction psychologiste qui fait qu'elle a du mal à appréhender le politique dans sa spécificité et elle a toujours tendance à considérer le politique comme une extension du psychologico-affectif, ce qui est la définition la plus radicale du féminisme. Le féminisme, c'est une femme qui ne comprend pas ce que c'est que le politique dans son essence, c'est-à-dire les rapports économico-sociaux. Si on est allé vers la féminisation, c'est une volonté en réalité du pouvoir masculin, parce que le féminisme n'a jamais eu aucun pouvoir en lui-même, on n'a jamais vu des défilés de millions de femmes revendiquant quoi que ce soit. Les acquis féministes ont toujours été octroyés par le pouvoir patriarcal dans un but de dépolitisation. C'est ce que j'appelle le glissement du social au sociétal. Les femmes sont les reines du sociétal. Alors quand elles sont dans leur domaine, elles font de la psychologie, et elles sont des maîtresses de la psychologie, et quand elles font de la politique, elles font de la réduction psychologique du politique.
le biologico-organique, la femme est faite pour faire des enfants, c'est une génitrice, et ce psychologico-organique forcément agit sur le psychologico-affectif, qui lui-même est encadré par ce qu'on appelle l'économico-social, c'est-à-dire l'historico-culturel. Et en fait, c'est déjà comprendre que pour parler des hommes ou des femmes, il faut articuler ces trois déterminations. Biologico-organique, c'est-à-dire le corps, les injonctions du corps, psychologico-affectif, c'est-à-dire la relation, c'est-à-dire je, tu, il, et puis l'économico-social qui est nous, vous, il. Rien que d'ailleurs dans je, tu, il, c'est toi, moi et le tiers, et nous, vous, il, c'est nous, les autres, etc. Et en fait, le passage du je, tu, il ou nous, vous, il, auquel on ne pense pas, c'est déjà un passage de l'intrafamilial et du psychologique, parce que le lieu du psychologique, c'est l'intrafamilial. Maman, papa, la bonne et moi, hein, c'est à peu près comme dans la chanson. Enfin, la bonne, c'est l'irruption du social dans la famille. Quand on commence à poser les choses comme ça, on peut commencer à parler sérieusement. Mais personne ne le fait en réalité, et surtout pas les féministes. Et les femmes, elles de toute façon, ne l'exigent pas, parce qu'en réalité, les trois quarts des femmes sont très bien dans le psychologico-affectif, dans ce qu'on appelle, c'est le règne de la femme, c'est la vision féminine. Le problème, c'est la féministe qui prétend parler de politique, alors qu'en fait, elle passe essentiellement à côté. La féminisation de la société française a correspondu comme par hasard à l'arrivée au pouvoir du Parti socialiste, qui étaient des sociotraîtres. Et en fait, pour cacher leur trahison totale, on va dire, du programme commun, on fait glisser du social au sociétal pour faire croire qu'ils étaient de gauche, alors que sur la question du rapport capital-travail, ils étaient devenus de droite. Ça s'appelle le virage néolibéral de la gauche au pouvoir. Et puis après, effectivement, on introduit le gay, qui est la grosse poussée à un moment donné, qui est la psychologisation des rapports intramasculins, justement pour casser les rapports de production. C'est ma fameuse phrase à l'époque, je disais, se faire enculer est une activité de loisir, c'est pas une activité productive, c'est pas ce qui détermine l'être social. Hein, on n'est pas spécialement sodomite, on est d'abord avocat ou plombier. Vous voyez, quand vous vous présentez dans le monde, vous dites bonjour, et on dit qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous dites je suis médecin. Vous dites pas je suis sodomite passif. Vous voyez, or toute la montée en puissance médiatique du phénomène gay, dont on a d'ailleurs inventé le mot en France, ça n'existait pas avant, c'est de dire que de se faire enculer devenait de gauche, parce qu'en réalité, c'est tout ce qui restait à la gauche, c'est ce que j'ai appelé le passage du point révolutionnaire à la rose au point et au point dans le cul. Vous voyez, c'est les trois temps, hein, ça finit en fist fucking. D'ailleurs, les hommes le comprennent très bien, parce que si vous faites un parti masculiniste, bon, ça peut avoir aujourd'hui un petit sens par rapport justement à l'hypergamie féministe, mais en fait les hommes sont suffisamment cultivés politiquement pour que si un type lui dit homme de tous les pays, unissons-nous, l'ouvrier va quand même se dire, ou l'immigré qui travaille à la chaîne, que celui qui lui dit ça est un peu en train de se foutre de sa gueule politiquement. Les féministes doivent rendre hommage à cette femme qui a permis à toutes les héroïnes féministes de monter dans l'histoire, etc. Et cette femme, c'est leur femme de ménage, vous voyez. Oui. Et là, on retombe dans les rapports de classe. Et il ne faut pas oublier que le féminisme aussi s'est accompagné d'une mise des femmes au travail dans le tertiaire, c'est-à-dire les employés de bureau, et on les a mises au travail salarié, tout en leur disant que c'était une émancipation. Elles s'émancipaient du foyer et de la tutelle du mari, mais elles passaient sous le contrôle du patron. On est toujours dans cette dialectique, opposer la femme au mari ou au père pour la jeter dans les bras du patron. Des femmes par des hommes de pouvoir, c'est le principe du golem, a tendance un peu à échapper aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a sorti les femmes de la cage, c'est-à-dire du foyer en réalité, on les a flattées, on en a promu certaines pour casser notamment, on voit bien la télévision justement avec ce dont on parlait tout à l'heure, hein, pour virer les mâles blancs de plus de 50 ans qui avaient une conscience sans doute sociale et politique supérieure, parce que moins psychologiste, et on voit qu'aujourd'hui le problème c'est qu'on a du mal à contrôler les furies. Et la dernière étape la dernière étage de la fusée, assez logiquement, c'est l'épisode MeToo et Balance ton porc. C'est-à-dire que là, je pense qu'il y a un problème où même ceux qui ont mis ça en place se prennent un retour de bâton dans la gueule parce qu'ils peuvent être eux-mêmes victimes de ce qu'ils ont mis en place, notamment à travers les plaintes de leurs maîtresses ou de leurs épouses. Aujourd'hui, on a atteint on est passé au-delà de la manipulation politique, on est rentré dans quelque chose de profondément dysfonctionnel, dénatalité massive, explosion de l'homosexualité, et dit comme ça, le LGBTisme est la conséquence ultime en fait de cette manipulation féministe, la remise en question du sexe, avec cette double stérilisation que ça produit derrière.
ces femmes qui écrivent rarement sur le monde du travail. Il n'y a pas d'ouvrières écrivaines, il ne faut pas oublier. Chez nous, on a des types comme Céline, qui effectivement sont des déclassés, et qui en fait font rentrer la littérature dans le monde de l'âpreté des rapports sociaux, ce qui en fait d'ailleurs sa supériorité. Mais on a très peu d'exemples d'ouvrières écrivaines, ça n'existe pas. C'est toujours de la fille de bonne famille qui effectivement parle de sa souffrance affective, liée en général à un rapport problématique au père et à la mère, qui génère le rapport problématique aux autres, mais en général sans jamais se poser la question de son privilège social, vous voyez. Or, avec la féminisation de la littérature, on a produit en fait une réduction psychologiste au détriment des autres déterminations, notamment les déterminations économico-sociales, et on voit bien que tout ça intéresse quand même un certain pouvoir politique d'arriver à faire sortir le politique de la littérature, parce que la grande force des grands écrivains, on va dire sans doute un des plus grands, c'est Balzac, c'est que c'est une littérature qui est très politique en réalité, qui permet de comprendre les mécanismes de domination. Normalement, le roman, qui est la catégorie de la conscience de la bourgeoisie, puisqu'avant on avait des livres sacrés, on avait la Bible avant, en fait, ce produit de la conscience bourgeoise a été affaibli et stérilisé par sa féminisation. Et là, on comprend aussi, quand on prend du recul historique, que la bourgeoisie de l'ascendance avait montré sa supériorité par la littérature masculine qui s'opposait en fait aux livres sacrés, c'est-à-dire, vous comprendrez mieux Balzac, Le Monde en lisant Balzac qu'en lisant l'Ancien Testament, par exemple. On voit bien qu'aujourd'hui, la bourgeoisie dominante produit une littérature dont le but n'est pas la conscience, mais d'affaiblir la conscience. Pourquoi ? Parce que cette bourgeoisie au pouvoir est totalement délégitimée par rapport à la période de son ascendance où elle prétendait faire mieux que la monarchie et l'Église. Et c'est là que quand on articule tous les domaines, on arrive à un niveau, je dirais, d'intelligence qui est bien supérieur à ce qu'on nous propose et qui malheureusement d'ailleurs nous met hors catégorie et hors concours. Je suis désolé de le dire, mais j'ai jamais pu exprimer ça dans une émission de télé, tellement le niveau est faible. Pour comprendre, je dirais, je suis désolé de le dire, l'incroyable intelligence de mon livre Vers la féminisation, il y a quelqu'un qui le dira dans 50 ans, alors qu'aujourd'hui je suis traité comme un voyou et un psychopathe. Mais pour ne pas être passé pour un misogyne, je rappelle que Madame Yourcenar, par exemple, est totalement d'accord avec moi quand elle critique justement le féminisme littéraire. Et même Colette est relativement d'accord avec moi, c'est-à-dire que en réalité, les femmes écrivains d'un certain niveau, souvent, échappent à ce piège de la littérature féministe et le professent et l'écrivent. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de fâcherie, en réalité. Quand on atteint un certain niveau de sérieux et de conscience, il n'y a pas de lutte des sexes. En fait, ça se passe à un niveau inférieur, alors que je suis face à des types, quand je vois le niveau de faiblesse de la sociologie officielle française, dont le meilleur exemple était le dernier positiviste, Bourdieu, vous voyez. Bourdieu, c'est affligeant de conneries. Et d'ailleurs, il a écrit de la domination masculine. Il a produit un espèce d'essai positiviste pour flatter la femme. D'ailleurs, il a toujours fait que de la flatterie. Hein. C'est que de la sociologie de flatterie du pouvoir. Hein. C'est pour ça qu'il était médaille d'or, 12e échelon de la sociologie. C'est pas par hasard. Alors qu'elles sont incroyablement normatives et qu'elles sont en fait des agents du pouvoir, alors qu'elles pensent contester le pouvoir. Et c'est ça qui est le plus affligeant. Parce qu'en fait, cette idée très arrogante et naïve d'être dans la subversion, alors qu'en fait, elles sont des agents de propagande, voire même des commissaires politiques quand elles ont un peu de pouvoir. Il n'y a pas de guerre des sexes, parce que s'il y avait une guerre des sexes, les hommes l'auraient déjà gagnée. Il ne faut pas oublier que le pouvoir de la femme est essentiellement le pouvoir que l'homme lui donne, et que l'homme lui donne non pas par fascination pour la putain, mais par respect pour la mère. Il faut rester quand même dans cette dualité simple. Il y a deux femmes pour l'homme fondamentalement, il y a la maman et la putain. Hein. Quand je dis la putain, c'est la femme qu'on désire sexuellement, avec toute la dimension malsaine de la sexualité qui demande à être encadrée moralement depuis toujours, et puis ce respect total qui fait la force de la femme, et c'est sa seule force, parce que pour le reste, elle est inférieure physiquement, et inférieure, je dirais, en termes d'intelligence pratique. Heureusement que la guerre des sexes n'existe pas, parce qu'en réalité, ces femmes représentent pas grand-chose. Elles sont mises en avant pour cacher que les 3/4 des femmes cherchent un conjoint avec qui vivre une relation épanouissante dans le but de faire des enfants et de les élever, etc. Il y a quand même la réalité qui est derrière. Mais ces femmes-là,
sont des dangers pour les autres femmes et en fait se prennent pour des héroïnes d'un combat alors qu'elles sont des agents de propagande et je dirais même des commissaires politiques. Et heureusement qu'il y a, je dirais, la différence des sexes, c'est-à-dire la nature, qui fait que malgré tout, on ne peut pas effacer la mère, puisque pour l'instant elle n'a pas été remplacée. Hein. Heureusement qu'il y a encore cette permanence de la mère silencieuse, mais de la mère totémique, pour que ça ne dégénère pas plus, parce que sinon on pourrait arriver à l'extrémité du phénomène incel, c'est-à-dire des hommes qui effectivement disent donc, vous voulez la guerre des sexes, on va la faire. Et je dis, si la guerre des sexes avait lieu, les femmes la perdraient en moins d'une semaine. Ben Margaret voilà, Thatcher, on a fait appel à exactement. une femme, qu'on a flatté, qu'on a fait passer pour progressiste. Ça aussi, cette idée que de passer du masculin au féminin serait progressiste en soi. Or, le progressisme exige d'être défini. Et en fait, le progressisme en politique a des déterminants assez précis. En général, c'est un meilleur partage du travail et des richesses, c'est des critères qui progressent au niveau de la baisse de la mortalité infantile, hausse de l'espérance de vie. Enfin, c'est ça le progressisme. Or là, le progressisme, c'est de mettre plus de dinde dans les médias. Virginie Despentes, comme par hasard, au début des années 80, m'a écrit une lettre d'amour. Je l'ai gardée. Elle a commencé par moi, avec des ronds sur les i. Vous savez que les gamines qui sont dans la période de pubertaire, où elles mettent des ronds sur les i parce qu'elles rêvent de se les faire remplir. Donc on voit bien l'idiote de service, la collabo de service. Et cette fille-là, elle a commencé, je vous dis, au milieu des années 80, elle m'écrivait des lettres d'amour, enfin une en tout cas, et on s'est rencontrés d'ailleurs physiquement. Et je rappelle que son livre à l'époque, parce c'est pareil, il n'y a aucun sérieux. Le livre qu'il avait fait, qu'il avait mis en avant à la fin des années 90, c'était Baise-moi. Je vous garantis que personne, on lui sort les frères Kouachi là en ce moment. Bon, ça c'est très français comme histoire. Parce qu'elle avait fait l'apologie des frères Kouachi pour faire la maline, Oui. quoi. Je veux dire, à la NAB. C'est le gros scandale de l'affaire Grasset présentement. Mais le vrai scandale, c'est de lui rappeler qu'à l'époque, pour se faire connaître, elle avait sorti un roman qui s'appelait Baise-moi, qui est normalement qui devrait être attaqué par les féministes MeToo et les féministes Balance ton porc. Mais vous voyez très bien que cette malhonnêteté féministe, c'est de ne pas s'attaquer entre elles. La seule qui se fait attaquer violemment en ce moment, c'est une fille que je connais qui s'appelle Moutot, qui parle de fémélisme, c'est-à-dire qui combat un certain mensonge du féminisme, notamment avec la dérive LGBT, etc., en disant que c'est une atteinte portée aux femmes. Et elle a commencé à produire un discours critique en disant on se fait avoir dans cette histoire. Et elle est persécutée par les autres féministes. Et je vous dis, aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est que cette espèce d'épopée féministe a produit quand même des contradictions internes suffisamment incontournables pour qu'il y ait aujourd'hui des féministes femélistes qui montrent du doigt les contradictions, les mensonges et même la malhonnêteté pour certaines du féminisme, on va dire, historique. À une époque, on a eu les chiennes de garde, on a eu ni putes ni soumises. Les communicants de la domination politique nous ont sorti plusieurs séries, c'est un peu comme vous savez, comment ça s'appelle là, les groupes de chanteuses là, je sais pas comment. Ah oui, c'est comme les boys band ou les girls voilà, band, comme les Spice Girls. C'est un peu ça, les Spice Girls, voilà, c'est un peu. Ouais. Et en fait, on joue sur l'oubli. Et le fait qu'en fait ça s'adresse à des jeunes, et le principe du jeune, c'est qu'il n'a pas de profondeur historique. Et puis surtout, n'oubliez pas que tous les jeunes vieillissent, c'est-à-dire que c'est pas une vraie catégorie sociale. Avec un jeune, il suffit d'attendre, et il devient vieux. Et il est remplacé par un autre jeune qui a la même absence de profondeur historique, ce qui fait que la catégorie la plus facile à dominer, c'est le jeune. Alors quand vous additionnez le jeune et la femme, et qu'en plus elle est protégée de la violence des rapports de production, ça donne ce que j'avais produit dans mon livre, l'inconscience maximale de la jeune fille bourgeoise de gauche. C'est ce que je répondais aux féministes qui s'appellent Némésis en ce moment et qui d'ailleurs tapinent pour les sionistes. Hein, c'est tout, quand on comprend, ça s'articule tout très bien. Elles prétendent être des féministes de droite. Je leur ai répondu, j'ai dit, une féministe de droite, c'est une femme au foyer et une mère de famille. Donc fermez votre gueule et allez faire des gosses. On est arrivé aujourd'hui à un tel point que le comportement du petit garçon naturel est considéré comme déviant et pathologique parce qu'en fait, il est turbulent. En fait, c'est ce qu'on appelle l'enfant turbulent. Et en fait, le modèle aujourd'hui, c'est le modèle de la petite fille dans la cour de récréation parce qu'elle est moins turbulente. Et au lieu de dire c'est une différence masculin-féminin qui exigerait d'ailleurs normalement qu'on sépare les garçons et les filles au niveau scolaire parce qu'ils ont un développement qui n'est pas au même rythme. D'ailleurs, c'est simple. Au niveau de la petite classe, les filles sont plus précoces, donc elles ont un avantage en général. Il n'y a pas l'âge selon le sexe n'est pas le même. Les filles sont plus précoces et meilleures élèves dans les petites classes, et plus on monte dans les grandes classes, plus ça s'inverse. Normalement, si on respectait et qu'on respectait l'enfant,
on ne mettrait pas des écoles, des classes unisexes. En réalité, c'est une question d'économie parce que ça fait un bâtiment au lieu de deux, mais en général, ça fait baisser le niveau parce que dans les petites classes, on va dire dans le primaire, les garçons freinent les filles et après dans le secondaire, c'est les filles qui freinent les garçons. Mais ça, c'est l'injustice qui est cachée. Une jeune fille a un accélérateur, une jeune fille baisable et qui n'a pas froid aux yeux bénéficie d'un accélérateur social par rapport à la société telle qu'elle est faite, qui n'est pas du tout le cas chez un garçon qui, au contraire, je le disais d'ailleurs, quand tu as 18 ans et que tu invites une fille pour la draguer au restaurant, tu dois payer les 2 repas. Elle paye pas. Parce que ça n'a pas changé en plus. Hein. C'est assez drôle de le faire remarquer. C'est que tu peux inviter une jeune fille assez féministe au restaurant. Elle va te casser les couilles pendant tout le repas à parler, puis au moment de l'addition, elle va tourner la tête ou elle va aller aux toilettes. En fait, les féministes sont ultra minoritaires, mises en avant, et les 3/4 des femmes ne se reconnaissent pas spécialement en elles. Et même si elles sont un peu séduites au moment de l'adolescence par ces grandes gueules féministes, en général, vers 35 ans, elles ont refait tout le chemin pour les ramener dans une certaine normalité, parce que leur vision féministe leur a coûté très cher sur le plan de la réussite familiale, de l'épanouissement amoureux, etc. C'est quand même les premières victimes du féminisme, quand on regarde bien finalement, c'est plutôt les femmes. Le pire ennemi de la femme, elle en a 3, c'est la femme plus riche, la femme plus jeune et la femme plus belle. C'est les 3 ennemis de la femme. Partant de là, c'est la réalité mondaine, hein, tout le reste est du baratin. C'est un texte que j'ai écrit d'ailleurs sur Madonna. Il faut choisir entre jouir et dominer chez la femme, alors que chez l'homme, plus il domine, plus il jouit, d'un point de vue, je dirais, social. C'est ce que je disais sur l'hyper-provocation que faisait Madonna qui se masturbait. Je dis c'est forcément une femme frigide. Ou le LGBTisme, où à la fin, une femme est persuadée que pour pouvoir être épanouie comme être, elle doit devenir un homme. Parce que je rappelle que c'est ça le LGBTisme. C'est une jeune fille à qui on explique qu'elle ne pourra jamais être un être totalement accompli en restant dans un corps de femme. Et donc pour ça, il faut qu'elle devienne un sous-homme. C'est mon cas, on hésite entre l'éclat de rire et les pleurs. Et les pleurs, oui. C'est mieux rire, Jean. C'est mieux rire. L'époque d'effondrement de l'intelligence, parce qu'il n'y a pas d'intelligence sans compréhension de la causalité et sans compréhension de la logique. Or là, ce féminisme extrême est une destruction de la logique et de l'intelligence. La question, c'est au service de qui ? Qu'est-ce que ça donne comme conséquence pour la masse ? Parce que pour elle-même, on pourrait s'en foutre. Mais ça produit un effet très très délétère. Et moi qui ai quitté récemment la Suisse, je peux vous dire que les rapports hommes-femmes en Suisse sont la conséquence quand même de tout ça. Il est très difficile aujourd'hui, et n'oublions pas que quand on peut plus rencontrer une femme, par les voies traditionnelles, qu'est-ce qui reste ? Le rapport marchand, la prostitution. C'est ça. Comme par hasard, derrière, ça valide la marchandisation de l'amour. Puisque si tout ça, c'est de l'emprise, du consentement, avec rétroactif, etc., le seul rapport dont on soit sûr, c'est celui qu'a Rocco Siffredi avec ses partenaires, c'est-à-dire des rapports économiques tarifés avec contrat. Le domaine qui est le moins attaqué par ce féminisme, c'est le domaine de la pornographie. Et voilà. Où on voit quand même systématiquement des femmes humiliées par des hommes avec des grandes bites qui se prennent 4 bites dans le cul. Et là, d'un seul coup, ça ne pose pas de problème. Pourquoi ? Parce que on est dans le monde du commerce. On est dans le monde contractuel et marchand. Et ça, c'est l'ultime analyse qu'il faut faire. Cette destruction de l'amour naturel, en fait, oblige à la marchandisation des relations hommes-femmes. Et c'est peut-être ça le sens ultime, c'est que ce qui agace le monde du capital, qui est en extension permanente, et qui veut tout réduire en marchandise, c'est que traditionnellement, l'amour échappe à la marchandise. Si vous voulez pas d'ennui aujourd'hui, moi je le vois quand je regarde l'évolution de la Suisse, il faut recourir systématiquement à la prostitution. Oui. Sinon, vous êtes toujours dans le risque d'une espèce de demi-féministe ou en voie de féminisation qui va vous reprocher une relation qu'elle avait consentie parce qu'effectivement, elle vient d'identifier en lisant 2-3 livres de connasses ou en rentrant en psychothérapie qu'en fait, son oui était un non qui s'ignorait parce qu'elle était sous emprise. On arrive à la fin à des femmes qui disent « Je ne rencontre plus d'hommes, je suis seule avec mon chat, je souffre terriblement ». Et parce que, in fine, quand même, bon, les hommes sont victimes, on le sait, de l'hypergamie féminine, mais in fine, les femmes en sont, avec un léger décalage, en sont victimes aussi. Et on a finalement que des gens qui déplorent qu'il n'y ait plus de possibilité de se rencontrer entre hommes et femmes de manière, on va dire, traditionnelle, charmante, avec toujours ces marges, effectivement, qui existent
qui sont consubstantielles à la séduction, c'est-à-dire le danger de l'abus, le danger de l'incompréhension. Mais aujourd'hui, les mêmes qui se plaignent en fait de la solitude chez les femmes, je veux dire, ne comprennent pas que c'est lié à cette bêtise, violence, absurdité féministe. La fille dont le message permanent, corporel et même verbal est « je suis trop belle pour toi » est quand même la complémentaire du violeur, je le rappelle. Hein, cette accumulation de frustration et d'humiliation chez un homme qui est quand même déterminé par une sexualité assez primaire, hein, c'est-à-dire que qui bande n'a pas de conscience, parce que là aussi, il y a une castration féministe incroyable. Quand à la fois les femmes exhibent leur corps et s'habillent aujourd'hui comme les femmes qui faisaient le trottoir dans les années 60, hein, avec des bottes noires jusque-là, une mini-jupe, du latex, et le type effectivement qui est tenté, c'est l'appelle la tentation, et qui est tenté parce que son corps le pousse à la reproduction, la fille lui envoie un message de castration hyper violent. On est toujours dans la dualité maman et putain, hein. C'est-à-dire que plus on s'éloigne de la maman, c'est-à-dire l'idée qu'il faut rencontrer un homme pour faire des enfants et que l'épanouissement de la femme passe par la maternité et le maternage, ce qui est nié par les féministes qui considèrent ça comme une aliénation, c'est qu'en fait derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la séductrice, il y a celle qui joue de ses charmes, échappée au travail par le sexe. Donc on voit très bien que quand on s'éloigne de la maman, on se rapproche tendanciellement de la putain. C'est quand même malheureusement les deux extrêmes, c'est assez simple. Et je vous le dis, le problème de la putain, c'est que elle est méprisée par les hommes, elle est consommée quand même et usée par la consommation, et elle a une durée de vie très courte par définition. Le plus grand prestige de la femme, c'est la mama méditerranéenne, c'est-à-dire celle qui règne sur toute une famille, parce que c'est le respect de la mère. Il n'y a pas plus prestigieux au monde, dans le terme de ce qu'on appelle le pouvoir symbolique et le pouvoir réel, que la mama méditerranéenne. Elle est habillée en noir, elle est discrète, mais c'est elle qui règne sur le foyer, et elle a le respect absolu de ses fils, de son mari. Et d'ailleurs, par ce prestige, qui est d'ailleurs une protection des fils et du mari, personne ne se permettrait de lui manquer de respect. La femme fatale, séductrice, qui a été prise par le miroir aux alouettes du féminisme, je dis, ça peut être très agréable pour elle de 15 à on va dire à 30 ans, mais c'est très éphémère et très destructeur, parce qu'il y a aussi, là aussi où il n'y a pas d'égalité homme-femme et qu'il faut arrêter cette indifférenciation homme-femme, un homme peut avoir baisé 50 femmes dans sa vie, ça ne l'impacte pas psychologiquement, très peu, parce qu'en fait, son sexe, il le porte à l'extérieur de son corps, et comme on dit au football, il joue à l'extérieur, vous voyez ? Alors qu'une femme qui s'est pris 50 bites différentes, sur le plan social et sur le plan même psychologique et corporel, c'est pas du tout équivalent. C'est pas du tout équivalent. Hein. Et ça, c'est nié par le féminisme, qui est aussi, je dirais, une espèce d'indifférenciation, un égalitarisme mal placé, en disant « je vois pas pourquoi moi, j'aurais pas pu me faire baiser par 50 mecs, Soral, il se vante d'avoir baisé 700 femmes ». Eh ben oui, mais il y a une différence radicale de prestige symbolique et de réalité physique et d'implication psychologique dans le fait de baiser et d'avoir été baisé. D'ailleurs, rien que quand on le dit, se faire baiser, c'est pas pareil que baiser. Voilà. Radicalement, le féminisme, c'est ça. C'est que l'homme est celui qu'il faut devenir et en même temps le pire ennemi. Puisqu'effectivement, la femme est une aliénation. Donc, comme il n'y a que deux sexes, si vous estimez que le statut de la femme est une aliénation, il faut donc vous élever vers vous émanciper. Et vous émanciper, c'est vous masculiniser. Or, ce masculin vers lequel vous aspirez est aussi l'ennemi, que ce soit le père ou le mari. Et donc ça donne la dinguerie de l'extrémisme féminin, dont les plus beaux exemples sont d'ailleurs en général des juives américaines des années 70, qui sont totalement dans la pathologie. La féministe, souvent, c'est dans les bandes dessinées de Villemin, c'est très drôle, a une fascination pour le nègre parce que lui, c'est un animal. Sa sexualité est animale, donc elle est excitante et incritiquable. Donc on a à la fois la mise hors circuit de l'homme, de l'homme blanc qui a inventé la courtoisie, qui a inventé le féminisme, hein, d'ailleurs, je le rappelle. Hein, les premiers hommes à manipuler le féminisme comme mouvement politique. Le mouvement féministe qui a été créé en France, c'est dans mon livre, vous verrez, c'est un homme qui l'avait créé. Hein, c'est une arnaque masculine même au départ. Mais c'est qu'en général, vous avez la diabolisation du blanc et, comme par hasard, la fascination pour le noir, par un biais très raciste, parce que il a cette virilité animale, cette pureté animale, etc., etc. Le fait que l'homme blanc soit disqualifié et qui produit un effondrement de la natalité nécessite aussi l'importation d'immigrés pour la pyramide des âges, pour la retraite et pour
et pour le travail. Donc en plus, on a, c'est ce que j'avais dit quand j'avais été condamné par l'espèce de féministe, la grosse lesbienne qui m'a fait condamner à de la prison ferme en Suisse, je rappelle, qui était militante queer et pro-migrant. Alors qu'on sait très bien que ces hommes du Sud, Afrique, etc., sont les plus machistes de tous, puisqu'ils sont dans une vision traditionnelle, et que donc, eux, il n'y a rien qui méprise plus que les féministes. C'est-à-dire que les féministes diabolisent les hommes qui les respectent, c'est-à-dire le blanc qui a inventé la courtoisie et le respect de la femme, et servent de pompe aspirante pour des hommes du Sud qui, eux, sont dans une relation machiste, historique et sociale, avec en plus un mépris de la putain, parce que pour eux, quand ils voient une femme avec une jupe courte et les seins un peu en avant, pour eux, c'est une pute qui demande qu'à être violée, en gros. C'est-à-dire qu'on est dans des dysfonctions qui vont très très loin. En Allemagne, ce pauvre peuple qui a été détruit par la culpabilité shoatique, des filles qui se faisaient violer par des migrants, mais qui ne voulaient pas porter plainte parce que ça aurait pu favoriser les fascistes, ça aurait pu favoriser l'extrême droite. C'est-à-dire que là, on est quand même dans des aberrations et dans ce qu'on appelle du dysfonctionnel, qui est du dysfonctionnel terminal. Et ce qui est tragique, c'est que quand même ces femmes totalement dysfonctionnelles, on en a quand même un peu besoin pour reproduire l'espèce parce qu'on n'a pas encore inventé les enfants fabriqués hors du corps des femmes, ce qui est d'ailleurs un discours féministe extrême. On en avait une en France, une juive argentine, dont le combat féministe était de libérer le corps des femmes de l'enfantement, qui pour elle était pratiquement un complot politique contre les femmes. C'était même plus la nature, c'était nous avons été victimes d'un complot, alors c'est peut-être le complot de Dieu, c'est que nous sommes obligés de faire les enfants. Et son combat, c'était il faut que la science progresse pour que nous puissions faire les enfants hors du corps des femmes, pour qu'enfin la femme soit libérée d'elle-même. C'est pour vous dire jusqu'où ça allait. Puisqu'il y a une réalité quand même qui nous dépasse tous, c'est ce qu'on appelle la différence des sexes radicale, c'est qu'il y a des hommes et des femmes. Et qu'en réalité, l'humanité, c'est le couple. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait couple pour que l'humanité existe. Le reste, ça s'appelle ce qu'on appelle en sociologie une Robinsonade. L'homme et la femme n'ont jamais existé séparément. Ce qui existe, premièrement, c'est le couple. C'est-à-dire une complémentarité fonctionnelle qui fait qu'il y a un homme qui est un homme, une femme qui est un homme, et c'est parce qu'ils sont différents mais complémentaires qu'il y a une humanité qui s'appelle qu'ils font des enfants. Et ce que je dis, mon dernier instant, c'est que ce ne sont même pas les femmes qui ont créé ce féminisme. Ce sont nos dominants, qui sont majoritairement toujours des hommes et des mâles blancs de plus de 50 ans. Regardez qui détient le pouvoir. Regardez l'affaire Epstein. Regardez le méga groupe. Il y a très peu de femmes là-dedans. Elles sont surtout victimes. Elles sont mises sur le trottoir. Hein. On a un couple maléfique, Ghislaine Maxwell, Epstein. Mais Ghislaine Maxwell est la fille de son père. Vous voyez ? Que j'avais vu venir, j'avais dit nous allons vers une féminisation de la société qui n'est pas du tout une mise en avant des femmes ou une prise de pouvoir par les femmes, c'est une manipulation que j'avais dit à l'époque antidémocratique. C'est une manière c'est un calendrier oligarchique en réalité. D'ailleurs, j'ai changé le sous-titre et dans le dernier livre, je crois que je parle de stratégie oligarchique. La féminisation est une stratégie oligarchique et cette oligarchie, je vous assure qu'elle est très très masculine. Les gens qui m'ont emmerdé sur mon livre n'ont pas le 10e du niveau qu'il faudrait qu'ils aient pour pouvoir en parler. Parce que pour ça, il faut avoir lu Henri Vallon, il faut avoir lu Jean Piaget, il faut avoir lu Rosé Zazo, il faut avoir lu Émile Jallet. Or, ces connards-là qui m'ont emmerdé, quand ce n'est pas des femmes qui m'emmerdaient uniquement pour le plaisir de m'emmerder, n'ont pas lu ces auteurs. La femme épanouie est l'intérêt de l'homme aussi. Une femme épanouie est relativement bien dans son corps et qui sait où elle est, et en général plus agréable à fréquenter et plus, même, je dirais même plus facile à séduire au sens non péjoratif du terme que la pétasse et la flippée qui sont quand même globalement qui produisent du malheur autour d'elle, quoi. C'est pas agréable. En réalité, le bonheur de l'homme passe par la femme heureuse. C'est pour ça qu'il n'y a pas de guerre des sexes en réalité. La femme recherche le prince charmant. Qu'est-ce que c'est qu'un prince charmant ? C'est un type qui est prince, socialement dominant et charmant, qui est bien fait. C'est-à-dire qu'il est socialement dominant et il va transmettre des gènes de qualité. Et la femme, naturellement, en tant qu'animal voué à la reproduction, cherche le prince charmant, c'est-à-dire le mâle socialement dominant et bien fait, c'est-à-dire capable de transmettre des gènes de qualité pour que les enfants ne soient pas dégénérés. Donc en réalité, derrière cette appellation très charmante, le prince charmant qui donne les films de Walt Disney, il y a une injonction incroyablement, je dirais, pratique, biologique, que la femme accomplit sans même le savoir. C'est-à-dire qu'elle y va naturellement. Hein, elle y va naturellement. Le problème, c'est que ces jeunes filles... on va dire à peu près normales, on leur donne très peu la parole. Hein. Moi, j'ai une fille de 17 ans, voilà, c'est la réalité. Je peux vous dire qu'elle a eu un papa et une maman qui étaient à peu près traditionnels, et elle n'est pas tentée par le changement de sexe. Elle sait faire la différence entre un voyou et un garçon avec qui qu'on peut suivre sans danger.
Parce que le père n'a pas besoin forcément d'être là. L'important, c'est le père symbolique. C'est très important. Et effectivement, la famille monoparentale, c'est-à-dire la mère avec sans père, produit notamment l'hyperdélinquance chez les Noirs des villes américaines. Il y a des études sociologiques depuis les années 60. Parce que la mère ne peut pas intégrer la loi comme le père. Elle intègre l'amour, ce qui est très important, mais celui qui intègre la loi, la limite, et qui produit le surmoi. Quand vous regardez les délinquants comme la fratrie Traoré, ce désir de toute puissance, ce mépris de l'autre et ce mépris du travail, c'est la même chose, hein, et directement la conséquence de gamins qui ont vécu sans père. Le concept sociologique le plus fondamental, c'est pas vrai, faux ou bien mal, c'est fonctionnel et dysfonctionnel. Ce qui est dit fonctionnel est forcément négatif par principe. Et il faut aller vers le fonctionnel. Et qu'est-ce qui est fonctionnel? Ben là, on peut faire toute une émission pour voir ce qui est fonctionnel et ce qui ne l'est pas. Et vous verrez que le féminisme conduit au dysfonctionnel intégral, et c'est ça le vrai problème. Et ce dysfonctionnel impacte toute la société, les femmes y compris, hein, elles n'y échappent pas. J'ai lu tout à l'heure, là, il y a les petits commentaires qui défilent. Soral, quelle était la relation à ta mère? Évidemment qu'il est très. Dans Sociologie du dragueur, qui est d'ailleurs la première partie vers la féminisation et la deuxième partie suit Sociologie du dragueur, je dis il faut déjà comprendre de quoi on est fait soi-même pour comprendre si notre vision des femmes est pathologique ou est digne d'être respecté d'un point de vue, je dirais, un peu scientifique. Et pour ça, il faut effectivement commencer par faire un travail sur pourquoi je vois les femmes comme ça, quel a été le rapport à ma mère, quel a été le rapport à mon père, à mes sœurs. Moi, j'avais 2 sœurs. Et tout le travail que j'ai fait préalablement dans le livre d'avant qui s'appelait Sociologie du dragueur, c'est de dire voilà pourquoi je suis comme ça. Il faut d'abord identifier le sujet qui étudie. Vous voyez, en sociologie marxiste, on appelait ça l'identité du sujet et de l'objet. C'est-à-dire que vous-même n'êtes pas, comment dirais-je, un outil neutre et objectif. Il n'y a que Dieu qui est neutre et objectif. Donc déjà, il faut comprendre, dans un premier temps, celui qui regarde la femme. C'est un peu comme admettre qu'on a des lunettes un peu déformantes. Et moi, j'ai fait ce travail sur moi-même. C'est ma relation difficile aux femmes est liée à ma relation difficile à ma mère, c'est évident. Donc on essaye de faire ce travail pour dire ma relation à ma mère n'est pas une relation universelle et fonctionnelle, elle était relativement pathologique, donc il faut que je puisse comprendre par comparaison qu'il y a des mères qui sont un peu différentes, ce qu'on appelle la bonne mère, la mauvaise mère, la mère abusive. J'avais dit d'ailleurs la mère abusive produit 3 pathologies, la pédophilie, l'homosexualité et le judaïsme. Vous voyez, c'est les 3 pathologies de la mère abusive, vous voyez. Et en fait, c'est très important de faire d'abord un travail sur soi. C'est ça que je veux dire. Déjà, comprendre que avant de dire les femmes c'est ceci, les hommes c'est cela, gna gna gna, c'est qui es-tu toi? Pourquoi les vois-tu comme ça? Parce que aussi tu es un blanc élevé dans une société démocratique post-industrielle, que par ailleurs ton père s'est peut-être barré ou pas barré, ou il avait une maîtresse. C'est vraiment un sujet qui mériterait normalement d'être traité de manière très fine. Très fine. C'est pas j'aime pas, salope, maman, putain, c'est pas ça. Et le premier travail, c'est sur soi, c'est-à-dire comprendre d'où on voit les femmes. Et ce qui est le plus douloureux, je dirais, c'est ça, c'est qu'on nous oblige à tomber dans la vulgarité. Et même moi, parfois, je suis tellement agacé que je fais ta gueule, retourne en cuisine. Vous voyez, je m'amuse à mettre des commentaires comme ça, parce que quelque part, on nous y pousse et que ça fait du bien de temps en temps. Ça fait du bien de temps en temps. Mais en réalité, le sujet mérite beaucoup plus de finesse et de respect. Je voudrais terminer. Et donc, la femme mérite beaucoup de finesse et de respect. Je finirai là-dessus pour qu'on ne se méprenne pas. Salut à vous et bonjour au Québec.